Bienvenue à ce webinaire intitulé Les coûts et impacts du décrochage scolaire sur le développement économique en Outaouais. On vous remercie pour votre intérêt envers ce webinaire. Je suis Janie Pinard-Duhem, la directrice de la table éducation Outaouais. Nous avons le privilège aujourd'hui d'accueillir M. Frédéric Lorrain, économiste et professeur à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Expert reconnu dans son domaine, M. Lorrain a récemment produit une étude approfondie sur les conséquences économiques du décrochage scolaire dans notre région. Cette analyse met en lumière les enjeux majeurs qui touchent non seulement les jeunes, nos jeunes, mais aussi le développement économique et social de notre région, l'Outaouais. Le dévoilement de cette étude s'inscrit dans nos axes d'intervention à la table éducation Outaouais, qui sont la diffusion de connaissances et la mobilisation. En effet, l'accès aux données est important pour l'ensemble des partenaires et des décideurs, mais ce sont ces données qui nous permettent de nous mobiliser ensemble pour réaliser des actions concertées en réponse aux enjeux soulevés. La présentation de M. Lorrain durera 40 minutes et sera suivie d'une période de 20 minutes pour les échanges, peut-être 15 à l'heure actuelle. La rencontre, elle est enregistrée. Elle sera disponible en rediffusion par la suite. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour cet événement qui, nous en sommes certains, apportera un éclairage précieux sur cet enjeu crucial pour l'avenir de notre région. Sans plus tarder, je cède la parole à M. Frédéric Lorrain. Bonne présentation à tous. Merci. Pour qu'il vous voit seulement. Donc, vous pouvez débuter. Parfait. Ben, merci beaucoup de donner la chance de présenter cette étude-là. Je ne suis pas un économiste spécialisé dans le domaine de l'éducation. Je suis plutôt spécialisé en développement économique régional. Puis c'est pour ça que quand j'ai commencé à réfléchir à l'impact économique du décrochage scolaire, je voulais pas juste arriver à un chiffre, mais je voulais vraiment voir les conséquences qui sont peut-être à plus long terme, moins visibles, mais plus importantes sur le développement économique. Mais je vais avoir des chiffres à vous présenter, puis après ça, je vais avoir la vision développement économique. Donc, je vais d'abord faire un portrait du décrochage scolaire en Outaouais. Puis là, je vais voir c'est quoi les impacts sur l'individu qui vont me permettre de voir l'impact pour la société avec un coût relié à ça pour l'Outaouais. L'impact sur les employeurs qui va pouvoir me mener vers les impacts sur le développement économique. Donc, en premier lieu, portrait du décrochage scolaire en Outaouais. Le taux de décrochage scolaire, ben, l'Outaouais se situe au 12e rang parmi les 17 régions administratives du Québec avec un taux de 21 de décrochage scolaire. Donc, on voit que c'est en dessous de l'ensemble du Québec qui est à 16. Donc, on voit qu'il y a une certaine problématique là parce que c'est dans le tiers inférieur. Si je regarde par MRC, ben, en fait, le portrait est très contrasté entre les différentes MRC de la région. Donc, toutes les MRC font pire que l'ensemble du Québec en termes de décrochage scolaire. On voit que les collines de l'Outaouais et Gatineau font un petit peu mieux, tandis que Papineau, Pontiac, la vallée de la Gatineau, en fait, c'est dans les derniers là, parmi les MRC du Québec. Les collines de l'Outaouais et Gatineau, on dirait que c'est une dynamique qui est complètement différente. Et ça, je vais peut-être pas vous montrer toutes les statistiques, mais on le voit dans d'autres statistiques aussi. Maintenant, c'est sûr que le décrochage scolaire, c'est un flux donc de gens par année, sauf que ce flux-là, ben, ça s'additionne, ce qui fait que au fur et à mesure qu'on a des gens qui sont décrocheurs et qui ne raccrochent jamais, on finit par avoir un pourcentage de la population dans une économie qui a aucun diplôme. Donc ici, c'est aucun diplôme secondaire, même pas un DEP, un DES, rien du tout. Donc, en Outaouais, il y a 11 de la population qui n'a aucun diplôme parmi les 25-64 ans, ce qui fait que la région est située au 8e rang, ce qui est un petit peu mieux, mais l'ensemble du Québec, c'est 9. Donc, c'est un petit peu plus pire dans l'Outaouais. Maintenant, si on regarde le pourcentage de la population qui a un diplôme de cégep, de collège ou d'université, là, l'Outaouais fait très bien, 4e place. Puis on voit que Gatineau et les collines de l'Outaouais sont deux MRC qui font particulièrement bien. Puis c'est mieux que l'ensemble du Québec, sauf qu'on voit qu'il y a aussi le Pontiac, la vallée de la Gatineau et Papineau, où c'est des pourcentages qui sont quand même très, très faibles de la population avec un cégep et une université. L'indice de littératie, en fait, c'est un indice qui est calculé sur 5. Et est-ce que ça mesure à quel point les gens sont
capables d'être opérationnels au niveau du marché du travail. Donc, quand on atteint le niveau 3, ça veut dire qu'on a le minimum de littératie pour être opérationnel sur le marché du travail. Et ça, c'est la proportion de gens qui n'atteignent pas le niveau 3. Donc, on voit qu'en Outaouais, il y a 51% de la population qui n'atteignent pas le niveau 3, ce qui est très grave. Bon, la région est située en quatrième position parmi les régions administratives, ce qui est très bon. Sauf qu'on voit qu'il y a un problème québécois parce que la meilleure région qui est Montréal, à 46%, c'est quand même un pourcentage élevé, 46% de gens qui n'atteignent pas le niveau 3. Si je regarde par MRC, bon, on a le même portrait. Gatineau puis les collines de l'Outaouais font un petit peu mieux, parce que Papineau, Pontiac et Gatineau, là, le pourcentage est beaucoup plus élevé. Maintenant, quels sont les impacts du décrochage scolaire pour un individu décrocheur? Là, ici, je vais vous parler d'un individu décrocheur en moyenne statistique, parce qu'évidemment que dépendant des individus, il y en a qui sont très intelligents, très débrouillards et qui vont réussir dans la vie, mais ça dépend. Sauf que là, je vais regarder en moyenne statistique ce que les données nous disent, puisque la littérature scientifique nous dit. La première chose, c'est qu'on voit qu'en moyenne, le revenu d'emploi d'un décrocheur est beaucoup plus faible que n'importe quel autre niveau de diplôme. Et plus on avance en éducation, plus le salaire en moyenne est élevé. Et j'ai calculé qu'au Québec, la différence moyenne pondérée entre quelqu'un qui est diplômé et décrocheur est de 24 000 par année. Le taux de chômage, malgré les pénuries de main-d'œuvre au Québec, le taux de chômage est nettement plus élevé pour les décrocheurs. Il est à 10 alors que dans les autres, pour ceux qui sont diplômés, ben, on sent les pénuries de main-d'œuvre. Ça démontre l'inadéquation entre le manque de qualification des décrocheurs et ce que le marché de l'emploi a besoin, malgré le fait que les entreprises sont désespérées pour obtenir la main-d'œuvre. Les autres impacts, ben, c'est évidemment que s'il y a plus de chômage, s'il y a moins de revenus, s'il y a du chômage long terme, s'il y a de l'exclusion du marché du travail, ben ça cause de la pauvreté. 44% des prestataires de l'aide sociale ou de solidarité sociale sont des décrocheurs. Il y a plus de maladies, plus de risques de mourir prématurément de maladies cardiovasculaires, de cancers, d'infections, de blessures, de maladies pulmonaires, de diabète. Et ça, il y a plusieurs raisons à ça. Une des premières raisons, c'est le manque de connaissances sur la bonne hygiène alimentaire. C'est aussi le fait de pouvoir suivre les recommandations du médecin, suivre les prescriptions. Et ça pourrait expliquer, là, puis il y a aussi toutes les conditions socio-économiques de pauvreté, de chômage, de plus grand stress et tout ça, qui font en sorte qu'il y a plus de risques de maladie. Il y a une baisse de la satisfaction au travail en moyenne parce que comme ils n'ont pas de qualification, ils ont moins de promotion, ils ont moins d'avancement professionnel, ils se retrouvent moins dans le milieu du travail, ils développent de plus faibles aspirations professionnelles. Puis tout ça fait en sorte qu'ils sont aussi, ils se sentent un peu exclus socialement, donc parce qu'il y a de l'inactivité sur le marché du travail ou du chômage, parce qu'ils n'ont pas développé les réseaux d'affaires nécessaires pour bien s'insérer, une perte de capital social, une perte de statut social. Il y a plus de risques de dépression, 15% pour les décrocheurs par rapport à 9% pour des diplômés. Et l'espérance de vie est plus courte de 6 à 9 ans en moyenne. Donc, pour moi, avoir une espérance de vie plus courte de 6 à 9 ans, c'est énorme. On voit là, toutes les conséquences socio-économiques et personnelles pour les individus à travers cette statistique-là. Évidemment que tout ça apporte un paquet de fragilités psychosociales, des perturbations émotionnelles, sentiments d'amertume, d'estime, manque d'estime de soi, difficulté à planifier son avenir, perte de contrôle sur sa vie, souffrance, plus grand risque de suicide. Donc, il y a des impacts sociaux. De tout ça, ben, il y a une plus grande prévalence de délinquance chez les décrocheurs. Il y a plus de criminalité. Au Québec, il y a plus de condamnations criminelles, 12% de risque de condamnation criminelle pour les décrocheurs contre 3% pour des diplômés. Il y a plus de consommation de drogue et d'alcool. Donc, consommation d'alcool, 18% pour les décrocheurs contre 11% pour les diplômés. Consommation de drogue douce aussi, 30% pour les décrocheurs. Drogue dure, 7% pour les décrocheurs. Donc, on voit que la prévalence est plus élevée d'être dépendant de drogue et d'alcool pour les décrocheurs. Les prisons,
la population carcérale au Québec, 63% plus de chances chez les décrocheurs que chez les 63% des décrocheurs contre seulement 37% pour des diplômés. Donc, on voit là aussi là, qu'il y a un impact important là, sur l'incarcération. Donc, on a un paquet d'impacts sur la santé, sur les revenus, sur la dépendance à l'alcool, à la drogue, la cigarette, l'exclusion sociale, plus de crimes, tout ça. Mais quand on additionne tout ça, ben, c'est évidemment toute la qualité de vie des décrocheurs, leur bien-être, et ça crée de l'instabilité sociale. Maintenant, quelles sont pour les gouvernements, pour la société, les conséquences concrètes de tout ça? Bien, évidemment, si les revenus sont plus faibles, s'il y a des moindres salaires, le gouvernement collecte moins de taxes et d'impôts. S'il y a plus de chômage, bien évidemment, il faut verser plus d'assurance-emploi. S'il y a plus de pauvreté et de dépendance économique envers les programmes gouvernementaux, ben, c'est plus de dépenses sociales. S'il y a plus de problèmes de santé, il y a un surcoût sur le système de santé, puis il y a plus de coûts sociaux. Bon, la littérature parle du coût d'opportunité des loisirs. Si on n'a pas beaucoup d'argent ou si on doit avoir deux emplois pour pouvoir survivre, ben, on va moins souvent voir les arts et la culture, on a moins souvent des loisirs et c'est la vitalité de ce secteur-là qui est affectée. S'il y a plus de prévalence de comportements sociaux, délinquance, vandalisme, crime, incarcération, ben c'est sûr que ça augmente au niveau de la société le coût des services policiers, le coût d'incarcération en prison, puis pour tout ce qui est vandalisme, les coûts de nettoyage, de réparation. Et quand on est dans un territoire où il y a beaucoup de décrochage scolaire, donc beaucoup de comportements antisociaux, les primes d'assurance de tout le monde vont monter parce qu'il y a des vols, parce qu'il y a du vandalisme, etc. Puisqu'il y a un plus grand problème de consommation, cigarettes, drogue, alcool, c'est un coût supplémentaire pour le système de santé et un coût social aussi. C'est documenté aussi qu'il y a plus de grossesses précoces ou non désirées au sein des décrocheurs, ce qui peut impliquer des coûts sociaux supplémentaires. Il y a une plus grande difficulté en moyenne pour des décrocheurs de faire une bonne gestion de leur budget familial, d'arriver à la fin du mois là, avec les montants nécessaires ou de pouvoir épargner à long terme pour leur retraite, ce qui peut créer des étapes de pauvreté, donc des dépenses sociales supplémentaires pour le gouvernement. Donc, c'est quoi ce coût-là pour la société? Donc, on vient de les documenter un peu, mais on peut mettre un chiffre dessus et vous allez voir que c'est des coûts qui sont significatifs. Donc, le premier, j'ai deux types d'impact économique chiffrés. Le premier, c'est le revenu perdu pour la société. Parce qu'on a dit tantôt qu'en moyenne, les décrocheurs faisaient moins de revenus. Spécifiquement en Outaouais, ils font 25 000 de plus de moins, pardon, par année. Donc, c'est comme si j'avais une perte de revenus collective. Donc, c'est comme s'il y avait un revenu qui aurait pu être gagné, mais qui n'est pas gagné, puis ce revenu-là aurait pu être dépensé. Donc, je considère que c'est comme une perte de PIB. Donc, 25 000 sur un cycle de vie, de carrière, sur une carrière de 44 ans, ça fait plus d'1 million de dollars de perdus pour un décrocheur. Donc, c'est un actif financier de perdu, c'est énorme qu'on le voit de cette façon-là. On connaît le nombre de personnes sans diplôme en Outaouais. Là, le calcul est beaucoup plus complexe, là, mais si on sait que chaque personne perd un revenu de 25 000 par année, puis il y a 30 000 personnes sans diplôme, on est capable de calculer que le PIB perdu pour l'Outaouais représente 195 millions de dollars par année. Donc, c'est comme si on réduisait notre PIB d'un potentiel de 195 millions de dollars par année. Mon deuxième grand coût, c'est le coût pour le gouvernement. Donc, tantôt, on a vu qu'il y avait un coût sur la santé, il y avait un coût supplémentaire sur l'aide sociale, il y a un coût lié à la criminalité, il y a les taxes et les impôts perdus parce que les décrocheurs font moins d'argent, il y a des primes d'assurance-emploi qu'on ne collecte pas parce que les décrocheurs font moins d'argent, puis il y a un coût supplémentaire d'assurance-emploi parce qu'il y a du chômage. Et là, il y a une étude canadienne qui avait été faite pour essayer d'estimer par décrocheur le coût de tous ces éléments-là. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai actualisé en données de 2024 tous ces coûts-là, puis j'ai multiplié par le nombre de personnes sans diplôme. Donc, si j'additionne tous ces coûts-là, le coût total pour l'ensemble des gouvernements, donc le gouvernement provincial, fédéral ou les gouvernements municipaux,
Ben, l'ensemble des coûts gouvernementaux liés au décrochage scolaire, juste pour l'Outaouais, c'est 817 millions de dollars par année. Donc ça, c'est comme si je disais aux contribuables de l'Outaouais, en fait, pour payer les surcoûts liés au décrochage scolaire, vous payez 2344 dollars par année, par habitant, par contribuable. Donc là, on voit que le coût est très, très, très important. Je veux dire, il est proche de 1 milliard de dollars. Ce qui fait que si j'additionne mes deux coûts, mon PIB qui est perdu, qui était à 695 millions, plus le coût supplémentaire pour les trois niveaux de gouvernement qui était à 817 millions, j'arrive à un grand total pour l'Outaouais de 1,4 milliard de dollars par année. Donc, c'est ça le coût du décrochage scolaire. C'est un coût qui est assez conservateur parce que j'ai pas les impacts induits, j'ai pas les multiplicateurs là-dessus. Puis, en fait, ce que ça veut dire concrètement, c'est que si les gouvernements décidaient d'investir 1,4 milliard de dollars par année dans l'éducation, dans la, 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 la continuité scolaire, ben, ça serait encore rentable pour le gouvernement parce que c'est ça le coût. Donc, on voit la capacité d'investissement du gouvernement pour que ce soit quand même rentable. Il y a d'autres coûts pour la société là, qui sont difficiles à chiffrer, mais au niveau de la cohésion sociale, parce que en moyenne, les décrocheurs scolaires font moins de bénévolat, donnent moins souvent du sang, vont moins souvent voter. Donc, quand il y a moins de bénévolat, ils donnent aussi moins de dons de charité. Il y a moins de participation communautaire. Tout ça, c'est en moyenne, hein. Il y a plus de comportements antisociaux. Il y a une moindre participation politique, démocratique et citoyenne. Il y a plus d'inégalités de revenus à cause du décrochage. Ce qui fait que les décrocheurs ont plus tendance à peut-être, parce qu'ils sont dans une mauvaise situation, il y a peu d'avancement professionnel, ils se sont peut-être exclus socialement parce ils vivent des périodes de chômage, de difficultés financières, de maladies. Il y a une désillusion envers le système qui se crée. Donc, un manque de confiance dans les institutions, ce qui fait que c'est l'ensemble de la cohésion sociale de la région qui est affectée. Puis ça, c'est toute la vitalité des communautés, puis ça peut expliquer en partie la montée des extrémismes, la désillusion envers le système, tout ça, et les fake news. Puis on l'a vu aux États-Unis que ce mouvement-là était très fort. Une espèce de mouvement de colère, de sentiment qu'on n'a plus de contrôle sur ce qui se passe autour de nous. Maintenant, quand on est dans un territoire où il y a beaucoup de décrochage scolaire, c'est-à-dire où on a un plus grand risque d'avoir plus de pauvreté, plus de criminalité, plus de drogue, de malaise, de chômage, des illusions, des problèmes sociaux, des problèmes de santé mentale, ben c'est sûr que c'est toute la qualité de vie, le bien-être des gens qui sont autour qui vont le vivre. Quand on vit dans un milieu qui est beaucoup plus pauvre, où il y a plus de criminalité, ben c'est tous les citoyens qui sont affectés. Puis en fait, c'est l'ensemble de l'attractivité régionale qui va être affectée. Donc, on veut attirer des nouveaux citoyens dans la région, notamment pour les pénuries de main-d'œuvre. Mais c'est sûr qu'il y a personne qui va vouloir s'installer dans un territoire où il y a plus de pauvreté et plus de problèmes sociaux. Ça va être la même chose pour les investisseurs et les entreprises. On veut faire venir des investisseurs et des entreprises sur le territoire, mais ça devient plus difficile si on a beaucoup de gens qui n'ont pas les compétences pour aller prendre les emplois comme des décrocheurs. Puis dans des régions où il y a plus de problèmes sociaux de cette nature-là, ça fait fuir les investisseurs et les entreprises. Donc, c'est toute la cohésion sociale qui est affectée. C'est un élément très important en termes de développement économique régional. Et tout ça mène à une espèce de cercle vicieux parce que quand on a un territoire où il y a beaucoup de décrochage scolaire, ben c'est sûr que là, on vient de voir tous les impacts sur les revenus, sur la productivité que je vais voir dans un instant, sur le chômage, la criminalité, les problèmes de santé. Ça fait on a des milieux qui sont défavorisés, puis être dans un milieu défavorisé, c'est un facteur de risque de décrochage. Donc, les facteurs de risque, c'est les conditions de vie, c'est les faibles revenus, c'est le chômage, c'est la précarité, c'est les milieux scolaires, c'est le stress, les difficultés personnelles, la criminalité. Puis, ce qui est important de voir, c'est que s'il y a déjà beaucoup de décrochage, donc on a des parents qui sont décrocheurs, qui n'ont pas eu de diplôme secondaire, ça va être plus difficile pour ces parents-là de pouvoir aider les enfants dans leur scolarité, les aider à faire les devoirs, tout ça. Puis, ils vont peut-être avoir une moins grande valorisation de l'importance de l'école, une moindre culture de l'école. Donc, ça veut dire que les enfants risquent aussi de décrocher. C'est ce qu'on appelle le leg intergénérationnel.
Il y a l'effet du voisinage. Si tout autour, il y a beaucoup de décrocheurs, encore une fois, il y a une moindre culture de l'école, ce qui fait que le jeune va être moins sensibilisé à l'importance de l'école, il va avoir un plus grand risque de décrochage. Et donc, ça, ce que ça veut dire, c'est que si on a beaucoup de décrochage dans ce territoire, c'est très difficile de s'en débarrasser parce que j'ai une espèce de cercle vicieux, j'ai une espèce d'effet boule de neige qui s'embarque, qui va empirer le décrochage, qui empire les impacts, qui crée plus de milieux défavorisés, etc., etc. Mais quels sont les impacts pour les employeurs? Donc là, je vais commencer à faire mon lien avec le développement économique régional. Ben, pour ça, je dois faire une espèce de petite parenthèse pour parler d'innovation, parce que l'innovation est au cœur du développement économique. Puis l'innovation, de la façon qu'on l'aperçoit, c'est souvent un monsieur avec un sarrau, avec des équipements technologiques. Mais ce monsieur-là, en fait, si on regarde dans la plupart des PME qui représentent 97% de notre économie, il n'y a pas un tel monsieur. L'innovation n'est pas perçue comme ça. En fait, l'innovation dans une entreprise, c'est souvent le gars de shop, l'ouvrier qui travaille avec les machines et qui trouve une façon d'améliorer la productivité de cette machine-là en la patentant. OK? Donc, du patentage, de l'expérience terrain, des ajouts à la machine, des améliorations de l'efficience. Des fois, ça peut être du design. Ce qui fait que ça peut être un peu n'importe qui dans une entreprise qui peut avoir des bonnes idées d'innovation. Ça peut être la secrétaire qui reçoit tous les appels des clients, puis à force de parler avec des clients, elle a des idées d'amélioration de produits ou de développement de produits. Ça peut être à peu près n'importe qui. Et c'est là qu'on a besoin d'avoir les lumières de tout le monde, donc d'avoir des processus mentaux de tous nos employés pour être à l'affût à toutes les petites innovations qu'on peut avoir à gauche et à droite. Pourquoi je parle autant d'innovation? Parce que 80% de la croissance économique depuis 150, 200 ans provient de l'innovation. Puis l'innovation, en fait, c'est quoi? L'innovation, là, c'est une idée. Puis souvent, une idée, c'est toujours la combinaison d'au moins deux autres idées. Donc, pour illustrer ça, ben, pour inventer un nouveau médicament, il faut avoir inventé le microscope. Pour inventer le microscope, il faut avoir inventé le verre. Puis pour avoir inventé le verre, il faut avoir inventé le feu. Puis ça, c'est la version la plus caricaturale de la création d'idées. Mais normalement, une idée peut nous amener à fertiliser deux autres idées qui elles-mêmes vont nous amener à créer deux autres idées, qui elles-mêmes vont nous amener à créer deux autres idées. Et là, j'ai une croissance qui est exponentielle des idées. Donc, comme les idées sont intangibles, ça peut se transférer aux autres, puis ça peut se transférer pour venir fertiliser d'autres idées. Donc, plus on peut combiner des idées, plus on a des idées, plus on est capable de créer des nouvelles idées. Sauf que pour combiner des idées, ça prend de l'information. L'information, on est bombardé d'informations de jour en jour. Sauf que l'information, elle est complexe. Et donc, il faut pouvoir identifier l'information, pouvoir la décoder, la comprendre, l'interpréter, l'analyser et l'utiliser. Et c'est là qu'on a besoin d'avoir des compétences cognitives pour pouvoir réaliser ces étapes-là. Et c'est là que n'importe qui dans une entreprise peut être amené à innover, puis à être encore plus innovant dans sa façon de combiner des idées, puis proposer à l'entreprise des façons d'innover ou de faire des gains de productivité dans l'entreprise. Or, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui dans le milieu du travail? C'est une complexification des tâches. Notamment, les tâches sont de moins en moins des tâches routines. Elles impliquent de plus en plus de technologies avancées, ce qui exige de plus en plus de qualifications de la part des employés et aussi de plus en plus de flexibilité pour s'adapter aux nouvelles technologies. Ça veut dire que les employés, les travailleurs doivent avoir des compétences de base. En culture générale, pourquoi culture générale? Si on est un ouvrier, pourquoi on aurait besoin d'avoir de culture générale? Parce que j'ai dit que, dans le fond, une idée est toujours la combinaison de deux autres idées. Donc, plus on a de culture générale, plus à un moment donné, on est capable de combiner des idées pour créer de nouvelles idées. Évidemment que tout ça, ça demande des compétences de base en littératie et numératie, mais ça demande aussi des habiletés cognitives et des connaissances. Mais ça exige aussi d'autres types de compétences. Ça demande des savoir-faire et des savoir-être, et ça demande des capacités de créativité. La combinaison d'idées, l'innovation, c'est de la créativité. La créativité, on peut l'avoir de façon innée, mais ça peut se pratiquer, ça peut s'obtenir. Il faut avoir des capacités à apprendre pour avoir la flexibilité à s'adapter aux nouvelles technologies, et ça prend des capacités de résolution de problèmes. Donc, quand on est dans une entreprise où on a embauché beaucoup de décrocheurs,
Donc, les décrocheurs manquent de connaissances générales et spécifiques, manquent de compétences, manquent de qualifications, manquent de prédisposition cognitive en termes de créativité, d'ouverture aux nouvelles idées, aux nouvelles choses, des pensées out of the box, des prédispositions de résolution de problèmes. Quand on a une moindre capacité d'adaptation et de flexibilité cognitive, qu'est-ce que ça implique pour l'entreprise? Ça implique moins d'innovation, moins de créativité, moins d'adaptabilité, de flexibilité aux nouvelles technologies, moins de productivité, puis moins de compréhension des travaux complexes qui sont de plus en plus nécessaires dans une entreprise. Ce qui fait que là, je vais faire la même chose. Quelles sont les conséquences individuelles pour le décrocheur? Maintenant, je vais regarder c'est quoi les conséquences pour les entreprises. Donc, d'avoir des gens à l'intérieur d'une entreprise qui manquent d'éducation, de formation, de compétences, de connaissances générales, ben, c'est toute la productivité du travail qui est affectée. C'est leur capacité d'innovation, la capacité d'innovation de l'entreprise, la capacité de créativité, la compréhension des nouvelles technologies, la capacité de transformation et d'adaptation technologique. Donc, globalement, c'est tout le capital humain qui est plus faible, ce qui donne lieu à une perte de croissance économique, donc de PIB, une perte de productivité pour l'entreprise. Maintenant, la capacité d'adaptation aux nouvelles technologies, ça implique beaucoup de formation continue. Donc, on met beaucoup l'accent sur la formation continue dans les entreprises, mais pour pouvoir comprendre les formations continues et les réussir, ça prend un minimum de connaissances. Donc, en moyenne, les décrocheurs vont avoir beaucoup plus de difficultés à pouvoir réussir les formations continues, ce qui fait que l'investissement en capital humain de l'entreprise est moins rentable. Donc, là, encore une fois, perte de productivité. Maintenant, ça crée des problèmes en termes d'employabilité. Donc, en termes d'appariement des emplois, d'insertion professionnelle, c'est toute l'efficience du marché du travail qui est affectée. Soit dans une entreprise, les choses bougent beaucoup, les technologies changent. Donc, il y a un travailleur qui travaille à faire une tâche qu'on voudrait envoyer faire à une autre tâche. Mais comme les décrocheurs ont des problèmes de compétences et de connaissances. Ils ont de la difficulté à changer d'un emploi à l'autre. Ils n'ont pas cette flexibilité-là. Donc, ce qui fait que souvent, on fait des embauches sous-optimales parce qu'on n'est pas capable d'adapter l'entreprise versus les qualifications des décrocheurs. Et de façon plus globale, au niveau de la région, ben, ça fait des pénuries de main-d'œuvre, alors qu'on a des gens qui seraient capables d'aller travailler, mais qui n'ont pas les compétences. Donc, que ce soit pour l'entreprise ou pour la région, c'est une perte de productivité. Il y a aussi tout ce qu'on appelle en français la diplomanie ou en anglais le signaling, c'est-à-dire qu'il y a des décrocheurs qui, en fait, sont très compétents, qui sont très débrouillards et qui pourraient bien servir l'entreprise. Sauf que les employeurs vont regarder les diplômes. Donc, ils vont choisir ceux qui vont avoir des promotions, ceux qui vont avoir des emplois en fonction non pas des compétences personnelles, mais plutôt des diplômes. Ce qui fait qu'on va rejeter des gens qui auraient les compétences. Donc, avoir un diplôme, c'est un signal qu'on envoie à l'employeur sur nos qualifications. Donc là aussi, si on ne prend pas les meilleures personnes parce qu'on regarde juste le diplôme, on a une perte de productivité. C'est documenté que les décrocheurs changent plus souvent d'emploi, il y a un taux de roulement qui est plus fort. Donc là encore, une fois, c'est une perte de productivité pour l'entreprise. Puis c'est aussi documenté qu'ils ont un besoin accru en termes de supervision, il y a plus d'absentéisme et là encore, on a une perte de productivité pour l'entreprise. Donc, les employeurs m'ont parlé de deux choses. Il y a un employeur qui m'a dit, Frédéric, je ne sais pas pourquoi tu veux absolument que mes employés aient un niveau d'études important parce que moi, j'ai des employés qui font juste charrier du fer de gauche à droite toute la journée. Donc, ça ne demande aucune qualification. Je n'ai pas besoin qu'ils aient des diplômes. Le problème de cette philosophie-là, c'est que si le modèle d'affaires de l'entreprise est basé sur des gens qui font juste charrier du fer de gauche à droite, cette entreprise-là va faire faillite d'ici 5 à 10 ans parce que avec l'automatisation de l'industrie 4.0, l'intelligence artificielle, c'est sûr qu'il y a d'autres façons de charrier du fer. Et quand l'entreprise va réaliser ça, qu'elle va vouloir faire sa transformation numérique, elle va s'apercevoir qu'elle n'a pas les employés qui sont capables de suivre les technologies. Et donc là, elle va se retrouver face à un mur. En même temps, j'ai une autre entreprise qui m'a dit, nous autres, on a un plan de transformation numérique, on sait pourquoi on a des retards de productivité. On parle beaucoup du retard de productivité du Québec par rapport à l'Ontario et par rapport aux États-Unis. Donc, l'entreprise me disait, nous autres, on est tous conscients de ça. On a tout identifié nos faiblesses technologiques. On a un plan, on a de l'automatisation qui s'en vient. On a fait affaire avec des fournisseurs de technologie. Le problème, c'est que au départ, on avait
on avait peu de sophistication technologique, donc on a employé beaucoup de décrocheurs, on a embauché beaucoup de décrocheurs, et notre monde n'est pas capable de suivre les technologies. Donc, on est extrêmement en retard dans notre développement technologique, dans notre transformation numérique, parce que nos employés ne sont pas capables de suivre. Puis on ne veut pas s'en débarrasser, on ne veut pas les licencier pour les remplacer par quelqu'un d'autre pour deux raisons. Un, parce qu'il y a des pénuries de main-d'œuvre, puis on ne pourra pas tous les remplacer aussi rapidement que ça. Puis deux, on considère que nos employés, c'est notre famille, puis on veut travailler avec ces gens-là. Donc, ils nous disent le processus de transformation numérique est beaucoup plus lent que ce qu'il devrait être parce que notre main-d'œuvre n'arrive pas à suivre. Donc, c'est quoi le rôle des employeurs dans ce contexte-là? Bien, c'est sûr que moi, je parle beaucoup aux employeurs, puis je fais appel à leur sentiment de citoyen corporatif pour dire, ben, nous autres, c'est important, le décrochage scolaire. Sauf qu'on peut aller beaucoup au-delà de ça, en fait. Parce que le problème du décrochage scolaire, c'est que les jeunes vont aller travailler plutôt que d'étudier. Donc, les employeurs sont au centre de cette problématique-là. Et les employeurs ont un message important à passer aux jeunes, de dire, c'est important que tu restes à l'école parce que j'aurai besoin de toi, mais éduqué. Donc, si tu veux venir travailler chez nous, c'est correct, mais tu vas le faire à temps partiel, puis tu vas d'abord valoriser tes études. Puis je viendrai te chercher quand tu auras ton diplôme. Et ça, c'est un message important qui peut être envoyé par les employeurs. Donc, de favoriser aussi la culture de l'école, non pas auprès juste des jeunes, mais de leurs propres employés, parce que leurs employés, c'est possiblement des parents. Donc, si l'employeur valorise l'école, dit pour moi, l'école, c'est important, puis voici ce que ma vision du futur comme entreprise, ben c'est sûr que les parents vont partager cette culture-là à leurs enfants, de dire, ben mon employeur, c'est comme ça que ça s'en va dans le futur. Donc, je pense que tu devrais t'aligner pour poursuivre tes études. Et notamment, ben, d'indiquer c'est quoi les emplois de demain, c'est quoi que l'employeur va avoir besoin dans les 5 à 10 prochaines années. Et c'est sûr que c'est des emplois qui demandent un diplôme. Donc là aussi, on passe un message sur à quoi va ressembler le marché de l'emploi demain. En termes de pratiques GRH, pour des entreprises qui ont beaucoup de décrocheurs, ben, on a vu tous les problèmes liés au décrochage dans une entreprise. Il faut leur laisser plus de flexibilité du temps de travail pour qu'ils puissent retourner aux études ou poursuivre leur formation continue. Donc, on a continué la formation de la main-d'œuvre. Et ce que ça implique aussi, c'est que de voir que d'accorder du temps de travail ou même de payer pour les diplômes, pour payer pour l'éducation, ça fait partie de la marque employeur. Ça fait partie des stratégies qu'on peut utiliser pour attirer la main-d'œuvre en leur disant, ben, tu vas avoir toute la flexibilité possible pour pouvoir étudier. Puis, si tu as un examen, ben, je peux te donner congé la veille pour que tu puisses étudier. On sait qu'avec les pénuries, c'est très concurrentiel à tirer du monde. Les PME ne peuvent pas toujours concurrencer en termes de salaire, mais ils peuvent concurrencer sur d'autres éléments, notamment en leur donnant des bonnes conditions pour pouvoir étudier en parallèle à leur travail. Puis finalement, on peut leur offrir un accompagnement personnalisé. On sait qu'il y a des problèmes de saines habitudes alimentaires. On peut favoriser les saines habitudes alimentaires dans l'entreprise, soit à la cafétéria ou dans les machines distributrices. On peut leur offrir un soutien supplémentaire en cas de problèmes psychosociaux, par exemple, offrir des médecins, des psychologues, des avocats, des entraîneurs sportifs, etc. Puis, on peut leur donner un soutien soutenu pour la transformation numérique parce qu'on sait que pour les décrocheurs, c'est plus difficile pour eux. Maintenant, tout ça me permet de faire le lien avec le développement régional. En fait, le décrochage scolaire va affecter les principaux leviers du développement régional, que sont la productivité, l'innovation, la créativité, la technologie, l'éducation, l'éducation, le mot le dit, l'entrepreneuriat, l'attractivité et la mobilisation régionale. Donc, en termes de productivité, je pense que j'en ai fait la démonstration, là. Donc, un fort taux de décrochage scolaire dans une région ou dans une entreprise, ça réduit la productivité. Or, la productivité, c'est extrêmement important pour la croissance et la pérennité des entreprises. J'ai aussi démontré qu'il y avait un impact sur la créativité. Or, la créativité est au cœur du processus d'innovation. Développement de nouveaux produits, mais aussi trouver des innovations pour réduire les coûts de production pour être plus productif. Ou encore de l'innovation en termes de design, parce qu'on sait que maintenant, le design, c'est une valeur ajoutée importante pour une entreprise. Maintenant, en termes de technologie, on sait que au Canada, on a probablement un des meilleurs niveaux technologiques au monde. Le problème, c'est pas le niveau technologique, c'est la capacité des entreprises à absorber ces technologies-là et à les utiliser. Et là aussi, c'est lié avec le décrochage scolaire, parce que si on a beaucoup de gens qui ne sont pas capables de s'approprier les technologies parce qu'ils n'ont pas les connaissances,
on a un problème. Entrepreneuriat. Alors, je sais qu'il y a des histoires d'entrepreneurs très connus qui sont des décrocheurs, sauf qu'en moyenne, ben, l'entrepreneuriat, ça demande des compétences de gestion, des compétences de comptabilité. Donc, ça demande des connaissances et des expertises. Et il ne faut pas oublier que l'entrepreneuriat aussi, c'est l'exploitation d'une bonne idée. Et ça prend donc des idées, puis on en a déjà parlé, la capacité de créativité de développer des nouvelles idées. Donc, normalement, il y a moins d'entrepreneuriat dans des régions où il y a beaucoup de décrochage scolaire. J'ai déjà aussi parlé de l'attractivité territoriale. Quand il y a beaucoup de décrochage scolaire, ben, il y a des conditions qui sont défavorables à attirer des entreprises et des nouveaux résidents. Et tout ce qui est mobilisation, coordination, l'implication citoyenne, les niveaux démocratiques de la région, l'implication sociale, les dons et les partages, là, j'ai pas le temps d'expliquer, mais c'est des facteurs qui sont très importants pour le développement économique régional. Et ça, ici, c'est une illustration de ce que je veux dire. Là, ici, j'ai tous les secteurs d'activité de l'Outaouais. Et les secteurs d'activité, je les ai classés de deux façons. La première façon, c'est que j'ai construit un indice de spécialisation. La question, c'est de savoir, est-ce que ce secteur d'activité-là est plus important dans l'économie de l'Outaouais par rapport à l'ensemble de l'économie du Québec? Par exemple, on voit que la fabrication du papier, c'est un indice de spécialisation qui est plus élevé que 1. Donc, tout ce qui est plus grand qu'un, ça veut dire que l'Outaouais est plus spécialisé. Tout ce qui est plus petit qu'un, ça veut dire que l'Outaouais est moins spécialisé que l'ensemble du Québec. Donc, on voit que dans la fabrication du papier, c'est au-dessus de 1. Ça veut dire que l'Outaouais est relativement plus spécialisé dans la fabrication de papier que l'ensemble du Québec. Donc, on se dit, il doit y avoir des bonnes raisons pour lesquelles l'Outaouais est plus spécialisé. Donc, ça témoigne d'un avantage concurrentiel dans ce secteur-là. Puis, dans mon autre axe, j'ai le niveau des salaires au Québec pour chacun des secteurs. Donc, le salaire moyen est à peu près de 30 au Québec. Puis, ce que je voudrais, idéalement, c'est que l'Outaouais soit spécialisé dans des secteurs où les salaires sont plus élevés. C'est comme ça qu'on obtient de la croissance économique. Ce qui fait que, avec mes deux critères, je suis capable d'avoir 4 sections de mon graphique ici. D'abord, j'ai la section A. Ça, c'est les secteurs d'activité dans lesquels l'Outaouais est spécialisé et j'ai beaucoup de croissance, j'ai un niveau de salaire qui est élevé. Donc, j'ai la construction, j'ai la fabrication de papier, puis évidemment, j'ai l'administration publique à cause de la capitale nationale. Mais j'ai pas beaucoup de secteurs. Or, c'est là que je veux être, dans la section verte, la section A, c'est là que je voudrais être, c'est-à-dire d'être spécialisé dans des secteurs où j'ai des hauts niveaux de salaire. Ensuite, j'ai mon cadran B ici qui est en rose. Ça, c'est des secteurs dans lesquels l'Outaouais est spécialisé, mais avec des faibles salaires. Donc là, ici, on a service d'hébergement et restauration. Là, ça, c'est problématique qu'on est là parce qu'on ne veut pas être spécialisé dans des secteurs à faible salaire. On aimerait plutôt être spécialisé dans des secteurs à fort salaire. Puis j'ai mon cadran C ici en jaune. Ça, c'est des secteurs où l'Outaouais est relativement moins spécialisé, mais qui offrent des niveaux de salaire élevés. Donc, idéalement, ce que je voudrais, c'est que les secteurs qui sont dans le C se dirigent graduellement vers le A. Et c'est ça, en fait, le processus de diversification industrielle, c'est d'amener une économie à se développer vers des secteurs à plus fort salaire et se retirer des secteurs à plus faible salaire. Puis ça, j'ai fait une étude similaire pour la Mauricie et la Naudière, puis on a exactement les mêmes genres de processus. Les processus où on a besoin de faire de la diversification industrielle. Le problème, c'est que quand on est spécialisé dans des secteurs à faible salaire, ça veut dire que les employés sont moins qualifiés, sont moins productifs, sont moins innovants. Donc, ça implique aussi beaucoup de décrochage scolaire là-dedans. Et ça va être très difficile de faire passer des secteurs du cadran B au cadran A, du cadran C au cadran A, si on a une grosse base de décrochage scolaire, parce qu'on sait que notre main-d'œuvre va avoir plus de difficultés à suivre le niveau technologique ou le développement nécessaire pour avoir des hauts salaires. Donc, en conclusion, ici, c'est tous les mots qui résument un peu tout ce que j'ai dit. Donc, on voit que globalement, l'impact en termes de chiffres, 1,3 milliard de dollars par année, l'impact économique est énorme, c'est gigantesque juste pour une seule région administrative qui est l'Outaouais. On voit qu'il y a des grandes disparités régionales en Outaouais d'une MRC à l'autre.
On voit aussi, j'ai essayé de démontrer qu'il y avait des conséquences très importantes pour les employeurs. Donc, les employeurs qui essaient de combler des postes en embauchant, en tirant des jeunes en secondaire 3 des bancs d'école, on pense régler un problème, on pense boucher un trou à court terme, mais à moyen et à long terme, on se tire une balle dans le pied. L'entreprise se tire une balle dans le pied, mais collectivement, on se tire une balle dans le pied. Donc, ce que ça démontre, dans le fond, c'est que d'y aller all-in en éducation, ça rapporte une rentabilité économique qui est très, très forte en termes monétaires, mais en termes de développement économique, mais en termes de productivité pour les entreprises. Donc voilà, ceci clôt ma présentation.